Bonjour et bienvenue dans le 12h45 dont voici le sommaire. Ce 28 novembre, on célèbre la journée mondiale sans achat, une journée qui offre l'occasion de s'interroger sur les valeurs que nous défendons face à la surconsommation et ses conséquences. Et puis on va parler santé avec l'herpès, une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel et qui touche des millions de personnes dans le monde. Enfin, elles sont nombreuses, ces âmes qui ont pour milieu de vie et de survie les rues, les décharges publics ou encore les ponts des grandes villes, les enfants de rue dont les droits se retrouvent très souvent bafoués. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, 28 novembre, il est conseillé de ne rien acheter. La journée mondiale sans achat célébrée aujourd'hui est une occasion de s'interroger sur les valeurs que nous voulons défendre face à la surconsommation et ses conséquences. Mais les Béninois peuvent-ils se passer d'une journée sans faire des achats? Lucrèce Amoussoui et Cynthia Wessou ont promené leur micro dans la ville de Cotonou. Voici les avis qu'elles ont recueillis. Non, je ne peux pas, parce que j'ai des besoins. La preuve en est, je viens d'acheter du crédit tout à l'heure. Non, je ne pense pas pouvoir le faire. J'aurais besoin de beaucoup de choses. Par exemple, les unités pour les appels, des forfaits Internet pour me connecter et toute autre chose quand même. Bon, franchement, non, je ne peux pas passer une journée sans rien acheter parce que le soir, par exemple, je dois aller à la gare, donc il me faut du carburant. Et durant la journée, je dois aussi manger. Donc c'est vraiment important de faire des achats dans la journée. Je crois qu'il n'y a pas cette personne qui peut passer une journée sans dire « je ne vais pas manger ». En dépit de ça aussi, il y a le déplacement. Je crois que pour celui qui a un moyen de déplacement, pour se déplacer, il faut la carburation, il faut assurer aussi la carburation. En tout cas, chaque être humain a des besoins. Et je pense que ces besoins doivent être faits chaque jour. Ça serait vraiment difficile de passer une journée sans acheter quoi que ce soit. Ça serait vraiment difficile. Oui, parce que les besoins sont là, les besoins sont énormes. Vous voyez, donc on est obligé de dépenser au jour le jour. De nos jours, l'homme a toujours des besoins. L'homme sent toujours l'envie de faire quelque chose, de se déplacer. Ou même à la maison, on doit manger, donc on doit acheter. Même si il y a les trucs là, il faut préparer, il faut forcément acheter quelque chose. S'il faut faire des transactions en ligne, il faut payer. Donc là, on ne peut pas rester toute une journée, 24 heures sans payer quelque chose. Difficile donc de respecter cette journée mondiale sans achat. On change de registre à présent pour parler santé, notamment de l'herpès, cette maladie contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. L'OMS estime aujourd'hui que près de 500 millions de personnes dans le monde seraient atteintes d'herpès génital. Heureusement, oui, heureusement, des traitements existent pour la prévenir. Suivons plutôt cet élément. L'herpès, une maladie extrêmement contagieuse dont on parle très peu et qui tue silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale, seraient infectées par le virus de l'herpès. Une infection qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Lorsqu'on parle de l'herpès, il s'agit d'une érosion de la peau, douloureuse et inconfortable. Lorsqu'il apparaît au niveau des lèvres, on parle d'herpès labial, le plus courant, connu en tant que bouton de fièvre ou bouton d'herpès. Il peut très vite affecter le reste du visage. Au niveau des organes génitaux, l'herpès génital représente la première maladie sexuellement transmissible dans plusieurs pays. Un rapport sexuel mettant en contact la bouche avec le sexe peut être à l'origine d'une transmission du virus de l'herpès labial. Pour prévenir l'herpès, il existe plusieurs solutions. Il est notamment important de se laver les mains et de faire attention à changer régulièrement sa brosse à dents. Le linge de toilette
peut également être aussi un facteur de transmission. Toutefois, des médicaments antiviraux aident à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ne peuvent pas guérir l'infection. Les traitements possibles pour l'herpès sont les pommades antivirales pour empêcher le virus de proliférer et ainsi réduire les douleurs. Il est nécessaire d'informer la population sur ce virus tout en luttant contre les tabous qui y sont associés. Et aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des enfants déambuler dans la rue. Ils sont soit des enfants abandonnés, soit des orphelins en rupture avec leur milieu familial. Ces enfants finissent par dormir dans des endroits très inappropriés. On estime d'ailleurs à environ 120 millions le nombre d'enfants dans le monde qui vivent aujourd'hui dans les rues. Rodrigue Babagbeto est allé à la rencontre de quelques enfants de rue, suivant son reportage. Je refusais en ce temps que je ne veux pas, carrément que je ne veux pas rester avec mon père. Donc à cause de ça, j'ai encore fui mon père. Le temps se fait très dur quand il parle de son père. C'est à ses 6 ans que ce jeune garçon quitte le domicile parental pour la rue à la recherche de l'amour maternel. Avant, j'étais avec mon père et ma mère. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Ma mère, mon père et elle se sont battus. Et elle a quitté la maison. Donc, elle disait que j'irai la trouver, quoi. Mais cet amour recherché ne va pas se laisser trouver. Il laisse place à une dose de souffrance prématurée. Je vivais dans le marché Wando à Porte-Nouveau. Je commandais à les bonnes dames, je ramassais les affaires. Si j'achète, certains j'achète, je peux transporter ça. Il y a un temps, on commence par dormir dans le vent ici. Et très tôt le matin, on achète des ferrailles. Si on trouve les choses de quelqu'un, on le prend. Seulement, on vole, on vendait pour manger. Si quelqu'un me jette cruel, j'avais tout le temps envie de me battre. Dans ce foyer où les enfants en situation de rue sont recueillis, cette histoire est presque commune. La plupart du temps, ceux qui sont dans la rue, ils sont soit dans les marchés pour aider les bonnes dames de quoi trouver quelques sous pour régler leurs besoins. Et soit ils sont sur les dépotoirs d'ordures à chercher de la ferraille à vendre. C'est leur principale activité d'ailleurs. Et ce qu'ils font pour vraiment trouver de quoi subvenir à leurs besoins. C'est les enfants qui n'ont pas appris aussi à se pardonner. Et c'est de l'agressivité qui les caractérise. Le foyer va périodiquement à la quête de ces mineurs qui ont pour milieu de vie et de survie les rues, avec pour seul but leur donner un projet de vie et les réintégrer dans leurs différentes familles. Malheureusement, le processus de réintégration familiale ne se déroule pas toujours comme convenu. Lorsqu'on a les coordonnées, ça facilite les enquêtes sociales à l'endroit des parents pour faire de la médiation afin que l'enfant puisse retourner à la maison. Et cette médiation, il faut l'adhésion à la fois de l'enfant et du parent. Et lorsque l'enfant n'est pas prêt pour le retour à la maison, vous ne pouvez pas forcer, il faut trouver les moyens et attendre le moment où il sera prêt pour le retour à la maison. Sinon, vous forcez, il retourne à la maison, il fugue à nouveau. L'idéal, c'est que les parents jouent véritablement leur rôle et prennent leurs responsabilités pour qu'on n'ait pas les enfants dans la rue. Tous les enfants, en situation de rue ou non, ont les mêmes droits et ils urgent que chacun joue sa partition afin qu'ils en jouissent entièrement. Allons à présent dans l'univers du numérique pour comprendre le métier d'archiviste à l'ère des TIC. C'est une nouvelle dimension de l'archivage qui exige la maîtrise de nouvelles technologies. Mais qu'est-ce qu'un archiviste et comment devrait-il s'y prendre aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Les précisions dans cette interview. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront
de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Et puis, hors de nos frontières, les frontières sont toujours fermées entre les deux Congos, notamment Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, et cela depuis 1 an et demi, pour cause la pandémie de Covid-19. Toute chose qui pénalise les nombreux Congolais qui vivaient du commerce entre les deux capitales. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. Au beach de Brazzaville, les bateaux sont cloués à quai depuis le début de la pandémie. À l'arrivée des rares canots encore autorisés à faire la traversée, les bagagistes jouent des coudes pour tenter de se faire quelques billets. Jean travaille ici depuis plus de 10 ans. On n'a plus les mêmes revenus qu'on avait avant. Nous avons eu des problèmes au niveau des maisons, là où nous louons. Et jusqu'alors, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas jusqu'à quand on peut nous ouvrir notre activité pour qu'on reprenne d'être comme on était avant. Eloge Akwala est à la tête d'une agence de transport et de fret. Depuis 1 an et demi, son chiffre d'affaires est au plus bas. Sur nos unités fluviales, les canaux, le flux a vraiment baissé. Les gens viennent assez nombreux comme ils venaient avant. Et sur le fret également, les échanges commerciaux ont effectivement beaucoup baissé. À Brazzaville, de nombreux commerçants avaient l'habitude de s'approvisionner à Kinshasa. Désormais, certains articles sont devenus presque introuvables. Au début, ils sont fermés les frontières, la zone maintenant, les choses, ils sont commandés trop. Avant le corona, ce n'était pas comme ça. Au début de corona, elle est venue souvent maintenant, ça vient dire pour nous, quoi. Malgré les difficultés d'une partie de la population, le gouvernement refuse pour l'instant de rouvrir la frontière avec la République démocratique du Congo. Raison invoquée, la pandémie de Covid-19. Il y a des pays dits des grandes puissances, qui ont une parfaite maîtrise de la pandémie, qui ont même presque atteint la couverture vaccinale, mais qui ne se tolèrent pas, qui ne se permettent pas le déplacement d'un pays à un autre. La République du Congo fait désormais face à une 3e vague de contamination. Et c'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.